l'histoire commence à Cannes. Elle commence à Cannes. Si je donne la date, c'est 2008. Vous allez vous dire c'était un monde passé, révolu. Mais c'était une année importante pour l'histoire de la tech française, parce que c'est la première fois qu'on a créé au gouvernement un secrétariat d'État à l'économie numérique. Et moi, je faisais partie des conseillers du ministre, qui s'avérait être donc le ministre le plus décrié, pour des raisons autres que la tech, dans le quinquennat le plus décrié de la Ve République. Donc, il fallait absolument fabriquer de l'exposition. Je vais essayer d'égrener tous les concepts des 3 derniers jours dans cette histoire. Donc, il fallait créer de l'exposition, un peu d'engagement pour une personnalité qui n'était pas du tout populaire. Et pour ça, on lui a fait monter les marches à Cannes. Alors, pour que vous, en histoire cannoise, pour que vous visualisiez, pour que vous ayez les images, c'était l'époque où Angelina Jolie était enceinte de Brad Pitt. C'est dire que c'était il y a très longtemps. Et on a monté les marches, mais vous imaginez que ce n'était pas la seule raison. La raison la plus importante, c'était de faire que ce ministre rencontre le lendemain, à un déjeuner, pas loin d'ici, tous les barons du cinéma français, qui étaient bien sûr vent debout contre l'émergence d'une sorte de guichet de toutes ces nouvelles choses vibrillonnantes qui s'appelaient les startups. Et bien sûr, le lendemain, on a rencontré des tas de gens que beaucoup de gens ici connaissent, et notamment un certain Claude Lelouch, qui était à cette table-là. Pour arriver à parler de l'avenir du cinéma dans la technologie, donc vous voyez, 16 ans après, on y est. Tech Cannes, merci Sarah Lelouch de nous réunir tous, est en train de donner une forme incroyablement constructive à tout ça. Et alors pourquoi l'histoire commence là? Parce que en fait, vous voyez, tous ces barons qui étaient bien sûr vent debout contre l'émergence de ce nouveau secrétariat d'État, du moment où on s'assoit à une table pour se mettre à travailler ensemble, mais en fait, on se rend compte qu'il y a 2 choses. Un, le niveau d'hostilité baisse, et en même temps, en fait, on se met tous à imaginer un avenir commun. Et je crois que cet événement m'a beaucoup marqué, parce que moi, mon job à cette époque-là, c'était justement d'être le guichet d'entreprises toutes jeunes, elles avaient 7 ou 8 ans à l'époque. C'était des enfants bienveillants qui s'appelaient Google, Facebook, Amazon, et qui nous parlaient d'un avenir rayonnant, très simple, très bienveillant. Et aussi, il y avait des nourrissons qui étaient en train d'émerger. YouTube, Twitter, qui nous disaient « mais c'est formidable, on va donner la parole à absolument tout le monde, et vous allez voir, tout le monde va être heureux ». Et nous, on était les représentants finalement d'un pouvoir démocratiquement élu. Quand je vous ai dit que c'était le ministre le plus décrié du quinquennat le plus décrié, je vous pose la question. Si YouTube et Twitter étaient nés, on va dire 5 ans après, est-ce que vous auriez dans la tête des mots comme « casse-toi pauvre con » ? Est-ce que vous associeriez un président à un vélomoteur ou à la pluie ? Ben moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'en fait, bien sûr, tous ces nourrissons nous ont donné la parole, mais ils ont aussi servi de caisse de résonance à notre insatisfaction. Et donc, à ce moment-là, je me dis, mais bon, moi, j'étais ce guichet-là de toutes ces entreprises de la tech très bienveillantes à l'époque, qui sont devenues maintenant, en tout cas, des adolescents surdoués, voire des adultes. Et je me disais, mais c'est marrant parce que caché derrière, il y en a un autre qu'on entend beaucoup moins, qui s'appelle Wikipédia. Et ce Wikipédia, il fait quelque chose quand même de super, finalement. Il organise le savoir mondial. Il le fait cristalliser de façon super intéressante, gratuite. Ah oui, tiens, oui, on en parle moins parce qu'il n'y a pas de modèle d'affaires. C'est moins intéressant. Et effectivement, il y aura un modèle d'affaires qui serait de mettre de la publicité, mais si vous réfléchissez, vous êtes tous des professionnels de l'influence. Si on mettait la bannière à 1 milliard sur Wikipédia, plus personne ne va sur Wikipédia parce que Wikipédia ne remplit plus sa promesse qui est de délivrer une information neutre. Okay ? Donc je me disais, mais c'est formidable parce qu'on a en fait 3 grands piliers qui sont formidables pour la démocratie. 1, donner l'information à tous, moteur de recherche. Relier les gens, les aider à se regrouper par affinité, c'est-à-dire Facebook, les réseaux sociaux. Et 3, construire de façon objective et factualisée un corpus d'informations qui appartiennent à tout le monde et sur lesquels tout le monde a une sorte de droit on va dire, de droit de regard. 16 ans après, on a beaucoup parlé dans ces 3 jours,
de l'avènement, si on regarde donc de la blockchain. La blockchain, c'est finalement quelque chose qui est le prolongement de ces réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que c'est la blockchain qui donne à ces communautés le pouvoir de contractualiser et en même temps le pouvoir d'authentifier. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. On a aussi beaucoup parlé d'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, c'est quoi sinon de prolonger ce que déjà on a avec les moteurs de recherche, c'est-à-dire de répondre à des questions de façon de plus en plus pertinente. Et une chose dont on n'a pas beaucoup parlé finalement, c'est quoi l'avenir du troisième pilier ? Wikipédia. Wikipédia reste Wikipédia. On reste dans notre domaine non marchand et l'absence de modèle d'affaires a finalement pas permis qu'on ait un prolongement comme pour les deux autres. Alors l'histoire reprend avec une idée fixe, ce qui était de se dire, mais finalement, si on arrivait à faire que les gens qui se réunissent puissent travailler ensemble, vous voyez la suite de mon déjeuner de travail avec Claude Lelouch, si on leur permettait, comme sur Wikipédia, qui est en fait le seul endroit où on a l'embryon d'un réseau social qui se met à travailler ensemble en mettant à bas tous les égos, parce que tout le monde, finalement, est anonyme. Si vous regardez, si vous êtes wikipédien, en fait, la plupart des gens, ils ne sont pas sous leur nom propre, ils sont sous un avatar. Donc cette idée-là, elle était tellement simple que je me disais, mais c'est évident, on est en 2008, il suffira d'attendre, en temps Internet, quelques mois, et puis ça va se faire. Et ça ne se faisait pas vraiment. Alors j'ai cessé de travailler au gouvernement, comme toutes ces choses-là ont une fin. J'ai cessé d'être un conseiller ministériel, et là, la suite de l'histoire, c'est que comment est-ce que vous pouvez faire pour vendre une idée le plus simplement possible ? C'est ça que j'ai appris avec les startups. C'est que comment est-ce qu'on fait ? En fait, la startup, c'est maximiser l'impact avec le minimum de coûts fixes. Eh bien, quand vous avez une idée à vendre, la meilleure manière de le faire, c'est de raconter une histoire. Donc j'ai commencé à raconter une histoire. Étape 2 de mon histoire, c'est écrire un roman. Alors, je vais peut-être le pitcher. On ne sait jamais si jamais il y avait un producteur dans la salle, parce que c'est une histoire très visuelle, très simple, et qui pourrait totalement être Netflixable. Alors, le pitch, c'est le suivant. Une entreprise de la tech, en fin de vie, on est dans le futur, est rachetée pour servir d'expérience sociale à un jeu vidéo, qui serait une sorte de métaverse comme Sandbox, un endroit où, en fait, on peut se réinventer de façon anonyme et faire exactement ce qu'on veut, se relier à qui on veut, dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut. Donc là, on peut imaginer que si on n'a pas des règles de modération fortes, ça devient une violence absolue. Et justement, il n'y a pas de règles de modération. Donc on commence par une violence absolue. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, ce que le roman raconte, c'est que la violence, elle demeure jamais, en fait, si on laisse les gens s'auto-organiser. C'est ce qui se passe sur Wikipédia. Et c'est peut-être ça l'idée que j'aimerais bien partager avec vous aujourd'hui. Si on laisse une communauté s'auto-organiser, on lui donne la possibilité de se civiliser. Bon, j'ai écrit ce roman, il a eu plutôt du succès, il a été distribué à plus de 20 000 exemplaires, il a failli gagner le prix de science-fiction le plus important de France, qui est le Grand Prix de l'Imaginaire, j'étais finaliste. Donc tout va bien, mais après je me dis, mais il va y avoir peut-être quelque chose d'après, mais malheureusement, non, on écrit des livres pour changer le monde, mais le monde tarde à changer. Donc il faut trouver d'autres moyens. C'est ça aussi que nous apprennent les startups. Alors l'autre moyen, c'est de se dire, bon, ce principe d'anonymiser une communauté et de lui donner la possibilité de s'auto-organiser. Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire autre chose ? Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire comme une sorte de start-up ? Ben oui, on n'a qu'à faire des logiciels. Un logiciel qui permette ça, mais c'est génial. Oui, c'est génial. En fait, le problème, c'est que quand j'ai commencé à pitcher les logiciels, tous mes amis qui sont dans des fonds m'ont dit avec un grand sourire très bienveillant, mais Laurent, il n'y a pas de modèle d'affaires. Tu le dis toi-même. C'est inspiré de Wikipédia. Ah, il n'y a pas de modèle d'affaires. Donc, en fait, on ne pourra pas forcément aider aussi simplement que je le souhaiterais des communautés démocratiques à s'auto-organiser. Bon, on va inventer autre chose, esprit start-up. C'est quoi
Alors, ceux qui sont familiers du Lean et du Minimal Viable Product savent qu'il faut essayer de trouver dans la réalité quelque chose d'existant, le hacker et essayer de faire rentrer votre idée dans cette nouvelle, dans ce modèle-là. Donc, je me suis posé la question, c'est quoi le logiciel le plus simple possible pour essayer de mettre au moins une sorte de gros minimum des idées que tu voulais mettre dans tes logiciels? Le plus simple possible que j'ai trouvé, c'était Google Doc. Et je me suis dit, bon, avec Google Doc, si on imaginait qu'on capturait quelques dizaines, centaines, voire quelques centaines de personnes en même temps, en disant, voilà, vous avez juste quelques heures pour essayer d'accoucher du meilleur projet possible. Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, il se passe exactement la même chose que dans le roman, où on part de 4chan et on finit à Wikipédia. Il se passe la même chose que sur Internet, dans les endroits où ça s'est auto-organisé. En fait, on voit qu'on part d'une sorte de débandade anarchique qui ne dure qu'un temps. Et très rapidement, on voit les volontés émerger. On voit les opinions se coaliser, des groupes se former et se mettre à dialoguer de façon civilisée les uns avec les autres. Et en fait, du moment qu'on commence à faire ça, en fait, on arrive à rétablir. On a parlé de gamification ce matin. En fait, on a un peu nudgé tout le monde pour arriver à dire « mais moi, je n'avais pas envie au début, mais du moment que ça commence à être intelligent, mais moi, j'ai envie d'y être, j'ai envie de participer, j'ai envie de laisser ma marque à cet endroit-là ». Et c'est ce qui se passe en fait chaque fois. Maintenant, mon métier, en tout cas depuis quelques temps et pour encore quelques temps, c'est ça. C'est d'aider des organisations, donc c'est des entreprises de tailles diverses, des startups, mais aussi des entreprises qui veulent se réformer, comme la RATP ou comme Sephora ou comme d'autres, à ouvrir une parenthèse et puis, on va dire, de hacker le système en donnant la possibilité à des anonymes de dire ce qu'ils pensent être nécessaire pour la survie de leur organisation. Alors, voilà, j'ai déjà parlé de moi, j'ai raconté une histoire, j'ai vendu mon film. Maintenant, on va peut-être essayer de vendre l'idée. L'idée, c'est la suivante. Plus que d'écrire des romans et plus que d'inventer une méthode, si efficace soit-elle, je pense que ce qui est le plus important pour la technologie aujourd'hui, et là, vous voyez, on est dans la Mecque du cinéma, et le cinéma, c'est l'art démocratique par excellence. C'est un art qui parle de démocratie, c'est un art qui émerge d'un collectif. Donc, ce que j'aurais à appeler de mes voeux pour une communauté de la tech, c'est assez rapidement d'aider ces logiciels qui n'ont pas de modèle d'affaires, mais qui vont peut-être hybrider des plateformes sociales, comme on les connaît, des plateformes de collaboration, comme on les connaît aussi, mais de permettre à l'un de rencontrer l'autre le plus vite possible pour que des citoyens se sentent à l'aise dans le fait de pouvoir s'exprimer, de construire et peut-être de se rapprocher du débat public. Voilà, je crois que j'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire. Je voudrais encore vous féliciter parce que tout ce qu'on a entendu pendant ces 3 jours laisse présager. On a parlé de cinéma, on a parlé de blockchain, on a parlé d'IA, on a parlé de plein d'autres technologies. Mais ce qu'on voit, ce que vous êtes en train de construire autour du cinéma, je crois en fait est incroyablement applicable à quelque chose de plus vaste et qui englobe encore plus de monde que notre communauté. C'est la démocratie. Alors merci à tous et bravo.